Livre audio. L'origine. Où l'homme en est-il aujourd'hui? Prologue. L'homme de 2016 est une énigme en bien des points. En effet, il est à la fois capable de créations extraordinaires et magnifiques, et à l'inverse, horrible et destructrice. Pourquoi tant de confusion et de contraires? Pourquoi n'y a-t-il pas d'évolution dans un monde hypertechnologique? Y a-t-il une raison à ce système? Quel est le sens de la vie? Faut-il changer le monde? Cet ouvrage, à travers son histoire, répondra peut-être à ces interrogations et peut-être à d'autres. Chapitre 1er. Le chaos. Un silence effrayant. Un silence même de mort. Le genre de silence qui perturbe même les plus audacieux, le plus courageux. Un silence de chaos qui résonne avec fracas jusqu'aux confins d'un noir totalement absolu. Parlons de ce noir-là, un noir épais, un noir opaque, sombre et même ténébreux. Aucun mouvement, aucune minuscule étincelle d'activité quelconque dans ce bouillon des abîmes. Mais ce n'est qu'une apparence. En effet, dans ce vide intersidéral bouillonne déjà une énergie pure, résultat de l'interaction de deux énormes influences éternelles. Deux énergies égales autant qu'inégales, qui se complètent autant qu'elles se combattent. Ces énergies sont une essence pure, l'essence même de la vie. Elles signifient le début ainsi que la continuité jusqu'à la fin de cette dite vie. Elles sont le yin et le yang, le bon et le mauvais, l'obscur et la lumière. Ces énergies ne cessent de se confronter dans cet immense vide. Un jour, un moment, un point précis dans l'espace et le temps qui n'existe pas encore, une interaction donna naissance à une étincelle. Elle brillait timidement au début, puis, après un certain temps, elle eut enfin le courage de briller pour de vrai, briller de toute sa lumière. Mais que s'est-il passé? Comment a-t-elle pu briller plus fort? Qu'est-ce que cette lumière? La lumière représente l'esprit, l'intelligence, l'être. Cette lumière est donc bien un être intelligent, unique dans son univers. Cette lumière, lorsqu'elle naquit, n'osait briller au milieu de ces ténèbres. Elle dut d'abord essayer de se fondre dans ce silence et ce vide absolu. Mais il y avait un problème. En agissant ainsi, elle niait même sa propre naissance. Alors vint la seconde étape, savoir qui elle était. Ce n'est pas facile de se connaître lorsque le chaos nous entoure. Aucune expérience, d'aucune sorte, pour tirer tout ça au clair. Seulement soi et son raisonnement intérieur. Alors, l'étincelle chercha encore et encore et encore. Ce fut extrêmement long, mais elle y parvint alors. Elle en conclut qu'elle est. Dès cet instant, elle brilla si intensément que le monde des ténèbres recula pour laisser place à la lumière. Le premier être était né. Chapitre 2. La lumière. À présent, seule la lumière gouverne. La lumière est permanente et trop aveuglante. L'être qui est se rend compte alors qu'il aime de moins en moins la lumière et que l'obscurité commence à lui manquer. Dans cet environnement sans mouvement, cet être qui est en ébullition à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur il s'ennuie. Il décida alors de créer quelque chose, n'importe quoi, qui puisse bouger. Quelque chose de concret, de palpable, de sombre et de clair. Quelque chose qui bouge,
mais qui est immobile à la fois. Celui qui est créa tout d'abord son chaos originel. Puis, il y glissa des formes et créa même des couleurs. Cela mit un certain temps pour se faire, mais lorsque la tâche fut accomplie, il manquait le mouvement. Une atmosphère lourde pesait sur tout ce noir et ses gros cailloux posés dessus. Il observait son bel espace qu'il venait de créer. Parfois, il déplaçait quelques éléments, se disant que ça bougerait peut-être avec un coup de main. Mais une éternité passa et aucun progrès ne se fit. Alors, l'être qui est repensa à sa propre naissance. Il ne se l'expliquait pas. Pire encore, il regrettait sa venue au monde et le prit comme une punition, un acte malveillant. L'être fut empli de colère et même de fureur en certains temps. Même un temps incertain, il détruisit ce qu'il créait plusieurs milliers de fois, cherchant à créer le mouvement et à sortir de son ennui. Lorsque le temps fut venu, vint la maturité. L'être cessa d'être en colère et de se victimiser. Alors, l'esprit plus clair, il repensa à sa propre création et comprit enfin ses tourbillons d'émotions intérieures. Maintenant que celui qui est prêt, le secret de sa conception lui fut révélé. Il comprit alors qu'il devait accepter son bon, mais surtout son mauvais côté, car les deux étaient indissociables. Quant à lui, il devait choisir d'être bon plutôt que mauvais, mais comment dans un immense vide? Il décida de recréer pour la 1001e fois son univers, toujours le même problème qui se posait. Alors, il observa attentivement, puis il les trouva beaux, même comme ça. Il étendit sa main pour toucher, ressentir, sentir cet univers, mais hélas, il était froid. Pour la première fois depuis sa naissance, il ressentait quelque chose de bizarre. Même si cet univers ne correspondait pas à ses attentes exactes, cette fois, il n'avait pas envie de le détruire. Il savait déjà par expérience que la destruction était la facilité et ne menait à rien, mais en plus, il y avait ce sentiment nouveau qui changeait tout. L'amour vit le jour dans cet univers-là. Celui qui est ne détruisit pas cet univers, mais le temps passera encore avant que l'être comprenne à mettre en place la clé de l'univers et de la vie. Chapitre 3. La vie. Alors l'être observa longtemps son univers inerte. En y regardant bien, il constata alors que chaque chose était unique. Il se demanda alors comment avait-il pu faire autant de diversité avec rien. C'est alors qu'il comprit que chaque chose inerte avait déjà une empreinte en elle, que créer, c'était plus que fabriquer, mais bien donner la vie. Mais alors, pourquoi cet univers restait-il inerte si la vie y était déjà présente? D'avoir découvert cela, son petit univers lui paraissait différent. Il découvrit alors l'importance du point de vue. Il observa encore, et plus il regardait, moins il se sentait seul. Il commença à les aimer, ces choses, de plus en plus fort. De cet amour naquit une lumière, et elle gonfla, gonfla, gonfla. Cette boule était d'un feu brûlant. Il fut sous le charme instantanément. Attiré par cette beauté sphérique jaunâtre, il voulut la toucher, mais le contact de la matière provoqua une forte douleur. Il comprit alors que l'amour est magnifique et douloureux à la fois. Cette boule d'amour brûlante et fortement attirante n'avait place nulle part. Elle provoquait toujours des choses inexplicables dans la lumière de l'être. Il eut une idée. Pourquoi ne pas placer cette boule dans son petit univers? Il hésita à le faire plusieurs fois, de peur de toucher.
de peur de la toucher, car c'était tout de même douloureux, mais aussi car il ne voulait pas abîmer son 1001e petit univers. Celui-là, il y tenait, c'était le bon. Il plaça douloureusement et délicatement tout son amour au centre de son univers. Il observa alors avec attention ce qui s'y passait. Un certain temps plus tard, infime mouvement se fit voir, comme des mouvements saccadés. Puis, avec une extrême lourdeur, les premiers éléments prirent vie. Le premier mouvement distingué fut une attraction rectiligne, tout droit au cœur de la boule de feu. Quelques astéroïdes furent engloutis goulûment par le roi Soleil. L'être fut fortement attristé et recula immédiatement les autres cailloux du feu. Il réfléchissait longtemps, en n'oubliant pas de reculer régulièrement les cailloux. Il ne peut y avoir de réelle création s'il n'y a pas d'autonomie concrète. Cet univers est instable. Après un temps indéfini, celui qui est essaya quelque chose de nouveau. Il fit pivoter les cailloux et leur donna un élan perpendiculaire à l'attraction du soleil, ou, au contraire, en élança à l'opposé, au loin dans l'univers. Le mouvement de tous ces éléments fit un magnifique ballet. Le mouvement devint alors perpétuel et autonome. C'était la naissance de la vie dans l'univers. Chapitre 4. Premier pas de création. L'être fut étonné de la création qu'il venait de réussir. Des chemins se formèrent naturellement pour chaque élément de cet univers. Les éléments se distinguaient peu à peu les uns des autres et trouvèrent une place, mais une force les attirait les uns contre les autres. Plusieurs fois, l'être intervint pour éviter la collision. L'être comprit alors que l'essence de la vie comporte des forces pas toujours bonnes. Chapitre 5. L'univers métaphorique. Peu à peu, des cailloux prirent place autour de la boule d'amour brûlante. Au contact de cette chaleur, chaque caillou prit une couleur particulière. Alors l'être toucha chaque élément pour comprendre ce qu'il en était. Il nomma chaque état divers qu'il découvrit. Un certain temps passa, et le système avait trouvé son équilibre particulier. Mais les cailloux, envoyés au loin, revenaient à présent et risquaient de perturber le cycle fragile créé. Afin d'éviter cela, l'être décida d'agir. Par deux fois, il relança les cailloux, mais ils revenaient modifiés. L'être comprit alors que son système ne constatait aucune évolution à la différence des autres cailloux. Après longue réflexion, il décida de moins intervenir. Peut-être empêchait-il, lui, l'évolution par ses propres actions. Voici le retour tant attendu des cailloux célestes. À présent, ils avaient une forme sphérique, lisse et ne comportaient plus une seule particularité en eux. L'être ne fit rien, mais resta en simple observateur. Les planètes se succédèrent à des temps différents. La première passa dans le système et par sa propre force d'attraction, ébranla la trajectoire de 3 cailloux, ainsi que la boule de feu, qui augmenta en température. L'être vit les modifications et apprécia ce que la vie accomplissait par elle-même. Puis la deuxième heurta 2 cailloux, tout au bout du système. Sur le moment, l'être dut s'empêcher d'intervenir, soucieux de tout ce fracas et ces explosions. Mais une fois de plus, quelque chose de magnifique en advint. Les cailloux devinrent des planètes pourvues de plusieurs éléments sphériques. La troisième fit une catastrophe. Tout le système fut ébranlé et il plongea droit au cœur de l'être. Les cailloux jouèrent aux autotamponneuses un temps considérable. Les cailloux se fracassaient les uns sur les autres. Les débris des uns tombaient sur les autres. La métamorphose s'opéra peu à peu. Il n'y avait plus de cailloux à présent, mais des planètes toutes uniques et vivantes. La troisième ne heurta que les planètes les plus proches du Soleil, donnant un satellite à la troisième planète en partant du cœur.
Chapitre 6. Après l'effort, le réconfort. Voici à présent un univers plein d'entrain. Faut-il peut-être passer par des difficultés et des épreuves pour un mieux? C'est en tout cas ce que l'être méditait après avoir vu ce grand Big Bang dans son petit univers. Les planètes étaient comme différentes, plus matures. Voilà donc une étape de passé. L'univers avait grandi. Chaque planète complétait l'équilibre de l'autre et reconnaissait alors l'existence de l'autre. Elles apprirent même à communiquer entre elles. L'être prit plaisir à observer tout ce petit monde, mais il fut triste que son petit univers n'ait aucune conscience de son existence à lui. Il alla alors à la rencontre de chacune d'elles. Il commença en partant du plus loin de son cœur. Il alla à la rencontre d'un certain nombre, mais elles n'écoutaient pas. Persuadées de tout connaître sur leur propre création, un être plus gigantesque qu'elles n'était pas croyable. Alors, lorsque la communication n'était pas possible, il passait à la suivante. Voici une boule parfaite, une magnifique sphère d'un équilibre extraordinaire de gaz et de matière rocheuse. Un mystère de cette boule-là, coincée entre l'existence physique et palpable et l'existence purement énergétique. Intrigué par tant de beauté, d'irrégularité à la fois, il décida de faire sa connaissance pour en avoir le cœur net. « Comme tu es belle, pourrais-je faire mieux ta connaissance ? » ?»« Pourquoi faire ? Je n'ai plus envie de tout ça. Mon voisinage s'est chargé de l'acquisition, parce que je crois qu'il y a une force qui nous domine toutes, mais qui a ses propres limites. On m'accuse à droite d'être stupide et à gauche de manquer de respect. Je doute alors de toute chose. Je ne sais même pas qui je suis. On ne peut me toucher, mais je suis parfois solide. Ma belle amie, ne doute plus de ton existence, ni de tes croyances. Peut-être es-tu la rupture et le ciment de deux mondes complémentaires et contraires. N'y as-tu jamais songé? Tu subis alors les deux influences contraires, et c'est bien ça ta ligne d'existence. Sans toi, aucune de tes voisines ne pourrait médire librement, croire, vivre ou exister. Apaise-toi donc de ton fardeau, car tu n'es pas seul, et tu as deux mondes pour toi, alors que les autres n'en ont qu'un. Oh, si, merci bien, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je te nomme Pluton. Ton nom voudra dire le riche, et tu seras appelé ainsi par l'innocence même. Ton nom te représente, ne l'oublie pas dorénavant. Tu possèdes deux mondes quand les autres n'en possèdent qu'un. Puis l'être partit à la rencontre de la suivante. Tu es magnifique, quelle grandeur, quelle belle couleur. Je sais bien, je ne cesse de le répéter à mes voisines. Quelle impédance de leur part de croire qu'elles pourraient être mes égales. Tu es effectivement géante et extraordinaire. Tu seras donc une entité d'un grand pouvoir. À ton image, tu seras reconnu comme maître de l'eau. Tu seras tout-puissant. Je te nomme Neptune. La planète suivante était particulièrement étrange. L'être l'observa longtemps et alla à sa rencontre. Il n'eut pas le temps de lui adresser la parole qu'elle avait déjà engagé la conversation. « C'est vous, celui dont tout le monde parle ? Pourquoi venir à notre rencontre, alors que vous avez la liberté de connaître tant de nouveaux horizons ? Merci pour cet accueil glacial, tu es d'une beauté sans pareille. Si je devais créer un endroit pour moi, il te ressemblerait, mais tu restes extrêmement froide et antipathique. Je te nomme Uranus. Tu seras honoré, car ton image perdurera dans ma main. » La planète suivante fut une énorme surprise pour l'être. Elle était, à elle seule, la version miniature de sa création. Alors, l'être se rendit compte qu'il était bien peu de choses et que la vie était une entité bien plus grande. « Je découvre à travers toi la magie de la reproduction, l'infiniment grand à l'image de l'infiniment petit. Je te nomme Saturne. Ton nom sera incompris longtemps, mais au temps de la révélation, tu seras reconnu comme Savitar, un impulseur des biens. » L'être approche alors
De la suivante, une géante gazeuse, la plus grande encore que les précédentes du système déjà rencontré. Elle brille d'une lumière presque opposée à son amour, mais une lumière malgré tout étincelante. L'être engage la conversation et la planète l'étonne par son grand esprit et sa grande intelligence. Après une longue conversation qui lui fut passionnante, l'être lui dit alors « Tu seras Jupiter, une lumière dans la nuit. Tu seras reconnu, appelé par de nombreux noms, mais tu resteras Jupiter, chef et un. » Alors il s'approcha de la suivante et fut freiné instantanément. Une sensation inconnue l'envahit alors. Il fit alors connaissance avec cette énergie particulière. Une grande capacité à l'amour fut remarquée, mais néanmoins, la taille de cette planète ne pourrait permettre d'exécuter un quelconque projet. En effet, l'être ne voit encore les choses qu'en grand. Expliquant cela à la planète, elle se sentit rejetée et montra alors une incroyable capacité guerrière. L'être lui dit alors « Tu seras Mars, tu seras une entité guerrière, fruit de l'ego et du rejet. » La suivante porte aussi un grand amour, de grandes capacités pour l'empathie. Après une conversation instructive et agréable, l'être décida que peut-être celle-ci pourrait être un grand projet, mais très vite, il sut l'issue finale, alors il la nomma. « Je te nomme Terre, car en ton ventre se trouvera sans cesse la sécheresse. » La suivante portait en elle une énergie douce et dangereuse. D'une beauté extraordinaire de loin, de près elle était comme déformée et horrible. Après un dialogue assez court, il comprit la personnalité de cette entité. « Je te nomme Vénus, tu seras le symbole de la beauté et de l'amour. Et au temps de la révélation, tu seras le symbole de l'illusion et du faux. » La suivante et dernière, une toute petite boule de rien du tout, une mignonne et chaleureuse boule, bien éveillée, lui parler fut agréable, puis il la nomma. « Toi, qui es directement en contact avec la source, vive et chaleureuse, je te nomme Mercure, tu seras un messager, tu permettras la liaison et l'entente. » L'être ne put guère s'approcher plus de sa boule d'amour, mais c'est elle qui s'adressa à l'être. « Toi qui m'as créé, aujourd'hui je vis et as trouvé ma place. Pourquoi toi, restes-tu nomade? Ne mérites-tu pas toi aussi un foyer? Toi qui es mon amour inconditionnel, majestueux et chaleureux, toi que j'ai nommé Soleil, je t'ai mis au centre de toutes choses. Tu seras mon allié et aussi toujours une partie de moi. En mon absence, c'est toi qui gardes l'équilibre et le calme céleste. Tu as raison, je vais, moi aussi, me fabriquer un endroit paisible et agréable. » Après ces paroles, l'être s'éloigna de ce système magnifique et plein de surprises et d'enseignements, puis il créa le paradis et s'y reposa un temps. Chapitre 7. Un paradis pour être épanoui. Alors l'être fit un dernier effort. Il fallait créer son cocon, son endroit à lui. Comme il l'avait dit, il décida que son chez lui ressemblerait à la belle Uranus. Entre ses deux mains puissantes, il apporta une grande énergie. Il la nomma nuage et ouvrit ses mains. Le premier nuage fut créé. Il le multiplia et en étala par-ci et par-là. Lorsque l'endroit fut à son goût, il se donna alors une apparence physique. C'était une sensation bizarre, nouvelle. Puis il visita sa demeure, fort de son nouveau réceptacle. Une grande fatigue l'envahit. Il se fit un petit lit douillet, s'allongea et s'endormit pour la première fois. Chapitre 8. Une jolie compagnie. Après un certain temps de repos, de découverte de son paradis, de visite régulière dans son univers, il se demanda s'il était possible de créer un être comme lui. Il chercha longtemps, puis décida d'essayer. Il serra fort ses deux mains l'une contre l'autre et envoya une grande énergie. En ouvrant la main,
il se rendit compte que l'énergie produite par son action ne donna que la matière brute. Après nombre d'essais non concluants, il se ravisa. Mais pourquoi n'arrivais-je pas à créer cette vie qui me ressemble? Mais d'où je peux venir? Il fallut un temps de réflexion conséquent, puis, enfin, il essaya quelque chose de différent. Première étape, choisir une planète. Pour son premier essai, il choisit une des planètes hors de son système solaire. Il lui prit un peu de matière, puis il la travailla, la malaxa et lui donna forme. La statue créée, l'être se rendit compte qu'il manque la source de vie. Des temps passèrent, et l'être espérait que la vie viendrait d'elle-même, mais rien ne se faisait. Il déplaça la statue, encore et encore, mais rien ne se fit. Pendant ce temps, il continua à rendre visite à son petit système. Il arrivait parfois que la Terre, Jupiter et le Soleil soient de bons conseils, ou presque. Mais la meilleure idée fut celle de la Terre. Elle lui suggéra de sortir de son univers et retrouver son lieu de naissance. Peut-être trouvera-t-il sa réponse là-bas. Alors l'être s'exécuta. Avec étonnement, il découvrit alors à quel point son univers s'étendait de plus en plus. Après un temps, il se rendit compte qu'il tournait en rond. Mais comment sortir de là? L'être comprit alors que rien n'est facile dans la vie. Un long temps de travail et de réflexion s'ensuivit. Enfin, l'être comprit le principe de sa création. Il la nomma dimension. Alors, il créa un tunnel, son premier, pour sortir de sa dimension. À l'extérieur, l'être redécouvre ce qu'il avait oublié, le chaos. Il n'y a rien du tout, mais comment ça? Un silence pesant régnait. Aucun mouvement, rien. L'être, pour la première fois, ressentit quelque chose d'inconnu. Il nomma ce sentiment la peur. Il décida alors de faire demi-tour. L'être continuait de souffrir de sa solitude. Son petit univers ne lui suffisait plus. À force de solitude, l'être commença à devenir colérique, impatient et violent. Il savait que la clé de la vie se trouvait au-delà, mais il avait peur. Son mépris pour la vie grandit. Il tournait en rond, se demandait à quoi bon avoir fait tout ça. Il n'allait plus rendre visite à ces planètes. Il s'amusait à créer des formes dans son paradis pour les détruire. Ça l'amusait sur le moment, puis après, il regrettait. Son expérience avec l'obscurité dura bien longtemps. L'être ne se reconnaissait plus, il se détestait. Il s'était perdu. Plusieurs fois, il fut tenté de détruire définitivement son univers. Il était jaloux de leur équilibre, de leur vie. Il détruisit quelques planètes lointaines et découvrit la noirceur de son cœur, d'énormes trous noirs pourvus d'une force d'attraction extrême. Puis, il fut le temps de se calmer. Il décida de se reprendre. Le vrai problème venait bien de lui. Il comprit alors que s'il voulait réussir, personne ne le ferait à sa place. La peur n'est pas une excuse ni un obstacle, mais au contraire une chance d'évolution. Enfin, l'être se décida d'agir. Il recréa un tunnel. De retour dans le chaos, il décida de chercher l'origine de son existence. Mais d'où vient-il? Peut-être que chercher dans l'infiniment petit pourrait aider à y voir plus clair. Effectivement, pour lui, tout devint clair. Ça grouillait de vie, une énergie électrique folle. C'est ceci dont j'ai besoin pour ma création, se dit-il. Comment récupérer cette énergie? Après une longue réflexion, il en fut une boule et rentra au paradis. Au paradis, il reprit son apparence physique et absorba la boule. Il alla retrouver sa création et lui souffla dessus. La création prit vie immédiatement. Il lui apprit tout ce qu'il savait. Il l'aima et partagea de bons moments avec lui. Mais la création changea. Elle s'ennuyait et se plaignait sans arrêt. Elle devenait méchante et violente. L'être aussi se mit en colère et réagit parfois mal. Alors, il décida de lui donner une compagnie, pensant que la création souffrait aussi de solitude. Mais rien n'y fit. Les créations saccagèrent le paradis. Une vie de colère et de violence.
L'être n'eut de cesse de les excuser, mais il était malheureux et il n'arrivait plus à être lui-même. Il laissa un temps extrêmement long de malheur et de désastre avant de prendre une lourde décision. Il finit par les détruire. Ce fut le retour du calme et de la sérénité. Il reconstruisit son paradis et se donna un long temps de repos. À son réveil, tout fut clair. Il nomma cette dualité, le bien et le mal. Il se rendit compte que lui-même la possédait. Il appela la colère qu'il avait ressentie en péché. Il en conclut que chaque création possédera le péché à son image. Alors, comme il venait d'en souffrir grandement, il décida de changer les règles. Puisque je suis créateur, je peux décider de ne pas créer le péché, mais seulement une créature pure. Il lui aura fallu bien longtemps pour trouver la bonne recette. Il prit alors un nuage, fait d'air pur, et en fit une statue, puis lui donna le souffle de vie. Comme la création fut à la hauteur de ses espérances, il recommença nombreuses fois. Il appela ses compagnons, anges, et vivre auprès d'eux fut réellement un bonheur immense.